parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis, qu'on retrouve sur à peu près toutes les applications. On est très content de vous savoir là. Ce qui est toujours étonnant, c'est à force de jaser avec des gens qui, depuis 5-6 ans, écoutent les podcasts, parce que c'est un peu différent là-dessus. L'écoute est différente. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent « Ah, je vais prendre ma marche, je télécharge d'avant, je m'en vais au chalet, j'écoute ça un coup téléchargé. » Plusieurs, et d'ailleurs, c'est une norme internationale, je sais pas pourquoi, mais plusieurs écoutent les podcasts avec des écouteurs. Donc, en marchant ou en marchant le chien, en allant prendre des grandes marches, ou encore dans la voiture. Beaucoup de gens écoutent ça dans la voiture. Peu importe où vous êtes, comment vous faites ça, on est bien content de vous savoir là, de plus en plus nombreux. À 22 ans, mon invité ouvrait son bureau d'avocat en droit privé sur la rive sud de Québec avec, dans ses tripes, un immense désir de faire une différence. Il se voyait défendre des causes comme dans le film Erin Brockovich. Dans sa tête, c'était ça le droit. Mais la réalité du métier l'a frappé de plein fouet, d'un procès à l'autre, et s'est vite désillusionné jusqu'à la dépression. Mais il s'est relevé. Et comment? Ça va être tout un podcast. D'après moi, on a beaucoup de choses à dire et à entendre. Bonjour, Jean-François Lacasse, comment ça va? Ça va super bien. Merci de l'invitation, Gilles Parent. Ça me fait plaisir. Ouais. J'ai lu sur toi, j'ai écouté, j'ai vu. Je me suis dit, mon Dieu, d'abord, je suis un homme. Puis bon, il y a bien des hommes qui nous entendent qui vont être intéressés par ça. Et les femmes aussi, de toute évidence, parce que on va parler d'un sujet intéressant, la santé. Ben, intéressant, oui. Parce qu'il y a un côté tabou, je trouve intéressant. D'autant que toi, tu parles de quelque chose que tu as vécu. Fait que c'est ça qui m'a d'abord charmé. Es-tu sûr que tu veux dire le mot, là, Gilles? Là? Santé mentale. Ah! Mais sais-tu quoi? Je vais te faire une petite confidence. Mon fils vient choisir sa faculté d'études supérieures, c'est-à-dire qu'il va faire une spécialité, puis il va être en psychiatrie. J'ai dit, j'espère, puis je pense qu'il va y avoir de l'ouvrage, tu es d'accord avec moi, hein? Parce qu'il y a beaucoup d'anxiété, puis tout ça, on va en parler aujourd'hui. Bien que tu ne sois pas médecin, tu as vécu quelque chose, tu racontes le côté social, communautaire, personnel. On va commencer comme ça. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la santé mentale, des hommes particulièrement? Ben, en fait, premièrement, c'est une histoire personnelle. Là, puis moi, j'aime dire que je suis pas un théoricien, mais je suis plutôt un praticien. C'est-à-dire que je marche le terrain de la santé psychologique depuis des années maintenant. Puis, ben, c'est ça, j'ai toujours œuvré, moi, dans le domaine des affaires. J'ai pratiqué le droit au tout début. Puis, ce qui n'a pas été dit en introduction, là, c'est qu'après ça, j'ai pivoté, moi, dans le domaine des services financiers. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai vécu mon épisode dépressif, que j'ai appelé mon atterrissage forcé, mon crash. Donc, évidemment, tu sais, on pourrait... la question, elle est directement en lien avec ce qui m'est arrivé, là, mais moi, je dirais que j'ai cultivé un terrain propice à l'apparition de ma condition. Pas 5 jours, pas 5 semaines, pas 5 mois, mais des années et des années auparavant. Donc, c'est ça. Alors, je suis ici pour en parler, évidemment, pour sensibiliser tes auditeurs. Oui. Donc, donner en fait, raconter ton histoire, de toute façon, ça va être un exemple pour bien du monde, soit à faire ou à ne pas faire selon les moments. Exactement. Où on va être dans ça. Parle-moi de ton projet M'aider. Donc, il y a le M'aider qui est lié à l'urgence, dans le fond. Et M'aider, bon, on comprend le jeu de mots, mais de toute façon, il sert bien, puis je pense qu'il est propice là-dedans. Tout à fait. En fait, moi, c'est ça, là, comme je disais, là, j'ai œuvré dans le domaine des affaires pendant plusieurs années. Puis, quand j'ai vécu mon crash, là, c'est sûr et certain que tu t'attends jamais nécessairement là, à arriver là, au bout du rouleau, remettre un billet de médecin, puis être obligé là, de te réfugier chez vous, puis d'aller chercher là, les bons soins. Par contre, quand je suis revenu, moi, sur le marché du travail, c'est sûr et certain que j'avais envie d'élever le niveau de discours face à cette situation-là. Parce qu'il faut se replacer, dans le fond, Gilles. Quelles années à peu près, ça, moi? Ben, 2018, là. Donc, c'est sûr qu'on est bien avant la pandémie. On a fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là. Mais en 2019... écoute, je suis parti en voyage toute seule pour la première fois de ma vie parce que je trouvais que c'était important là, de s'occuper de soi parce qu'après ma dépression, je me suis séparé après plus de 15 ans de vie commune. Puis, quand je suis parti en voyage, ben, j'ai pas pris l'avion de la même façon.
Je suis revenu de ce voyage-là avec 150 pages de notes où j'ai en quelque sorte fait... Mais t'avais-tu une ambition dès le départ, juste pour savoir, est-ce que tu te dis je vais prendre en note ou c'est venu au fil des jours? C'est venu au fil des jours. OK. En fait, tu sais, à un moment donné, j'ai écrit sur un bout de papier « Atterrissage forcé égale dépression, la tour de contrôle, t'es sur quelle fréquence, le plan de vol... » On voit la genèse de Médée, ben oui. Oui, non, c'est ça, exactement. Donc, j'ai commencé à faire des analogies un peu ludiques avec l'aviation, puis la santé psychologique, la santé mieux-être, la saine performance. Puis, durant ce voyage-là, ben, quand je suis revenu du voyage, avec ces notes-là, j'ai dit, je fais quoi avec ça? Ouais. Puis, j'ai rencontré un de mes amis, puis il dit, Criff, t'aurais pas le goût de faire une conférence? Fait que c'est un peu comme ça que les choses ont commencé là, à évoluer là, dans ce sens-là. J'étais toujours à l'emploi de mon employeur à ce moment-là. Okay. Mais en parallèle, je développais les différents concepts là, que j'aborde aujourd'hui quand que je parcours les organisations. Puis, il a fallu que tu sautes dans le vide à un moment donné. Donc, tu faisais deux choses en parallèle. Mais tu sais, je suis persuadé que dans ta tête, c'était un peu là. Je peux-tu vivre de ça? Je lâche-tu ma job? C'est sûr que c'est ça que tu étais tiraillé, là. Écoute bien l'histoire. Moi, j'ai décidé de quitter mon emploi le 14 février 2020. Je trouvais ça cute parce que je me disais, c'est la Saint-Valentin, je vais me choisir, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Okay. Un mois de mois. Oui, exact. Sauf qu'un mois plus tard, je dois dire que mon industrie de l'événementiel, pour un nouveau conférencier qui était très greeny, là, c'était pas le meilleur move sur la planète. Puis je dirais même que ma santé psychologique a peut-être mis, j'ai peut-être mis en doute certaines personnes dans mon entourage. Je dis, OK, ça va-tu bien, ton affaire, là, où ces pilules sont trop fortes? Mais chose certaine, c'est ça. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est là, j'ai construit là, sur les réseaux sociaux le brand de Médée. Je faisais des entrevues régulièrement où je recevais des invités de toutes sortes, des personnalités publiques, monsieur, madame, tout le monde, qui venaient me parler de leur atterrissage forcé, c'est quoi les outils qu'ils ont utilisés, c'est quoi les apprentissages qu'ils ont eus, pour en quelque sorte démocratiser ce sujet-là. Puis l'élan de la pandémie a fait en sorte que quand finalement là, ça a été derrière nous, ben là, depuis ce temps-là, je parcours les organisations avec ce message-là, avec une façon tout à fait différente et colorée d'aborder le sujet. Là. Ouais. OK. Dis-moi, est-ce qu'il y a eu un moment ou des événements déclencheurs qui t'ont fait surtout prendre conscience de l'importance d'en parler? Bien, il y en a plusieurs, mais c'est sûr et certain qu'à la base de ce projet-là, c'est quand je suis revenu au travail là, pour la première fois. Tu sais, exemple, là, si j'étais rentré en chaise roulante, là, tout le monde m'aurait aidé pour ouvrir la porte, puis « Hey, Jean-François, comment ça va? Si jamais tu as besoin d'un coup de pouce, je suis là pour t'aider. » Mais dans ce cas-ci, il y avait un malaise. Tu pouvais entendre voler une mouche dans la salle. Parce que, tu sais, c'est comme, premièrement, j'étais pas le type d'individu. Tu sais, moi, ça paraissait pas là, que j'allais pas bien. C'est pas quelque chose que... Il a pas l'air malade, mettons. Lui, il est correct, ce gars-là, il fake. J'étais ultra performant. À un point tel, je veux dire, moi, je me suis saoulé dans le travail parce que je n'étais pas bien dans ma vie de couple, je n'étais pas bien avec moi. Puis c'est ça, tu sais, il vient un moment aussi où il arrive d'autres situations à l'extérieur que tu ne contrôles pas. Puis là, tu sais, dépression, ça te met des pressions supplémentaires sur les épaules. Et c'est là que ça a commencé à clignoter de partout. Puis, évidemment, je ne me reconnaissais plus. Là. Un des traits de caractère là, qui était vraiment là, omniprésent, là, c'était l'irritabilité. Là, tu sais, je veux dire, moi, là, je veux dire, je suis pas né irritable. Mais par contre, c'était quelque chose qui était vraiment omniprésent. Je me retenais avec mes clients, je me retenais avec les gens que je côtoyais au quotidien, mais quand j'arrivais chez nous en arrière-scène, là, c'était pas rose-rose. Avais-tu l'impression que ce que tu vivais, sachant pas 100% c'était quoi, il y avait beaucoup de monde, même très près de toi, qui était dubitatif, qui croyait à moitié? Ou qui le voyait pas? Ben en fait, c'est ça qui arrive, que c'est sensible un peu. Là. C'est-à-dire que, tu sais, quand quelqu'un est irritable, quelqu'un qui a une consommation régulière d'alcool qui est comme non contrôlée, qui dort mal, qui a des douleurs physiques, des excès, tu
sais, c'est sûr et certain que il y a plusieurs personnes qui sont symptomatiques, mais qui en ont pas vraiment conscience. Puis c'était vraiment mon cas. Okay. C'est-à-dire que pour que ça change réellement de mon côté, il a fallu que je frappe un mur pour reprendre du recul, me questionner, savoir, hey, écoute, là, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est là que j'ai commencé à me documenter aussi parce que, étant avocat de formation, quelque chose qui m'a fait. T'avais appris à lire au moins? Comment? T'avais appris à lire au moins? Exact. Je suis tombé sur une étude de Deloitte à l'époque. Puis, ça disait que 500 000 travailleurs par semaine au Canada étaient victimes d'un atterrissage forcé quelconque, qui était en invalidité. Puis, évidemment, outre les dommages directs ou indirects que ça peut coûter à notre système, il en demeure pas moins que ces gens-là, c'est des papas et c'est des mamans. Tu sais, moi, j'habite la région de Québec, Gilles. Tu sais, 500 000 personnes, là, c'est le bassin de la ville de Québec, là, d'une certaine façon. Là. Ces gens-là sont tous à la maison en arrêt de travail. Et pendant ce temps-là, nos organisations vont te parler du programme d'employés à l'embauche, mais après ça, ils ne te parleront pas des différentes ressources qui sont en place parce que dans le day-to-day, c'est comme performe, fais ce que tu as à faire. Puis l'éducation joue un rôle aussi très, très, très important, surtout dans la santé mentale des hommes. Moi, l'éducation que j'ai reçue, c'est que si tu ne files pas à matin, là, prends une bonne douche puis un bon déjeuner, puis va travailler. Là, c'est ça. Ben, on était plusieurs élevés comme ça. Mais exact. Il va falloir que tu me précises, puis pour le bénéfice des auditeurs et auditrices, quand tu dis j'ai frappé un mur, il y a 1000 façons de frapper un mur, mais est-ce que tu as su, quand tu dis j'ai frappé un mur, ça veut dire que c'était vraiment, là, ça a fait stop, tu étais au bout de la patente, mais ça s'est présenté comment? Ben, tu sais, à la toute fin, là, tu sais, premièrement, ça s'est installé sournoisement dans ma vie, là, de façon au moins 5 ans avant mon atterrissage forcé en 2018. Moi, le point de départ que j'ai pu identifier, c'est le décès prématuré de mon père. Il s'est couché un soir, il s'est jamais réveillé. J'aurais dû aller chercher de l'aide à ce moment-là, mais évidemment, je travaille en finance. C'est qui s'occupe de la succession? C'est qui s'occupe de tout? C'est moi. Après ça, une importante promotion au travail. Je me saoule dans le travail parce que je suis pas bien à la maison, puis que, tu sais, mon couple bat de l'aile, etc. Puis après ça, d'autres événements externes. Mais à la toute fin, là, tu sais, j'avais pas le choix d'aller voir mon médecin de famille parce que c'était des sueurs. C'est rendu physique, là, c'est ça, c'était physique. Oui, non, exactement. Des pertes de mémoire importantes. Puis moi, j'étais un golfeur, j'étais un passionné. Puis à un moment donné, je me souviens, là, j'avais été appelé pour remplacer dans ma ligue de golf. Puis j'étais sur l'autoroute Robert Bourassa pour traverser le pont. Là. Puis c'était comme si le cœur voulait me sortir de la poitrine. Là. Puis j'ai reviré de bord. Puis je suis jamais allé remplacer la personne que je devais remplacer. Puis à ce moment-là, j'ai dit, ben voyons donc, c'est jamais arrivé ça dans ta vie. Là. Il est temps que tu fasses quelque chose. Puis là, j'ai commencé à écrire les symptômes dans lesquels j'étais beaucoup en procrastination puis dans le déni. J'ai mis ça sur un bout de papier. Je suis allé voir mon médecin de famille puis il dit, il était temps que tu viennes me voir, mon chum. Là. Donc, ça a été aussi quelque chose de très déterminant parce que quand tu es rendu jusqu'au bout, tu n'as pas le choix à un moment donné de mettre un genou à terre. Alors que si j'avais été exposé aux différents concepts que je véhicule aujourd'hui, il y aurait peut-être une lumière rouge qui aurait allumé, puis j'aurais utilisé les ressources qui sont en place. Mais souvent, il y a un élément important. De toute façon, en fait, je pense pas que je vais l'apprendre à bien des gens, mais il faut toujours s'en rappeler. Peu importe quelqu'un qui a un problème problématique, que ce soit la boisson, n'importe quoi, le jeu, à partir du moment où tu reconnais ouvertement, c'est-à-dire devant les autres et non pas juste dans ta chambre, que tu as un problème et que tu as besoin d'aide, c'est là que ça peut commencer. Je pense que tu es bien d'accord avec ça. C'est là, quand tu es arrivé là, tu es allé voir le médecin, ça veut dire, écoutez, monsieur, dans le fond, c'est une façon de dire, j'ai besoin d'aide. Exact. Puis tu sais, écoute, j'étais tellement en résistance, là, Gilles, à ce moment-là. Là. J'ai même pas donné mon billet du médecin tout de suite à mon organisation. T'avais honte? Y avait-tu un fond de honte à l'époque? Ben, il y avait de la honte, puis évidemment, tu sais, tout l'aspect du jugement des autres, mais aussi, là, c'est cette peur de décevoir. Mais ton éducation aussi, il faut que tu sois bon, il faut que tu travailles. Oui, exact. Puis, écoute, moi, j'ai étiré là, de 48 heures là, mon billet de médecin là, avant de le remettre parce que je voulais encore m'occuper de mes clients puis de mes partenaires, puis je voulais pas les laisser tomber. Donc, je suis vraiment mal faite, là, mais c'est sûr et certain que j'ai pas mis mon masque oxygène en premier. Puis après ça, ben, ça a été un lot de culpabilité. Parce que quand tu arrêtes de travailler, là, la Terre, elle arrête de tourner d'une certaine façon. Tu es pogné chez vous là, alors que tout le monde vaque à ses occupations régulières.
Puis là, ben, tu entames un processus de reconstruction. Donc, pour avoir vu, moi, mon père aussi vivre différents épisodes durant sa vie, moi, j'étais sûr et certain que j'allais pas vivre ça parce que je me croyais plus fin que lui. Je me pensais à l'abri de cette situation-là. Fait que quand on combine les statistiques, mon histoire personnelle, quand je suis revenu sur le marché du travail, j'avais vraiment envie d'amener ma pierre à l'édifice pour dire « Hey, écoutez, il faut faire quelque chose. Il faut en faire plus que qu'est-ce qu'on fait actuellement. » Donc, ça a été un petit peu ça, le début là, de mon parcours entrepreneurial, mais en même temps, de m'aider. Ouais. Mais dis-moi, est-ce que tu as été étonné en lisant, parce que, bon, évidemment, tu t'es informé, tu as lu, puis tu as regardé partout dans le monde. Maintenant, l'accès à l'information internationale, occidentale et autres est plus facile. Ouais. T'es-tu étonné de voir autant de gens, avec autant d'hommes aussi, avec autant de problèmes? Parce qu'à la base, souvent, on se fait dire, les hommes, tu sais, le gros cliché qui n'est pas complètement faux, les femmes sont plus sensibles, ils pleurent à rien, mais ils parlent. Les gars ne parlent pas. Ils gardent tout en dedans, ils veulent être forts. Fait que ce que tu racontes un peu, c'est un genre de modèle qu'on est plusieurs à avoir connu, là. Oui, puis tu me parles d'un autre élément déclencheur. Là. Il y a une autre étude sur laquelle je suis tombé qui a été commandée par le Barreau du Québec en 2019 par l'Université de Sherbrooke. OK. Comme ancien avocat, c'est sûr et certain que ça m'a interpellé. Là, je commence à lire ça. Et la stat à l'époque, c'était que 43% des avocats et des avocates sondés vivaient de la détresse psychologique. Hey, c'est quasiment un sur deux, hein? Ben, exact. Mais là, ce qui est intéressant, Gilles, c'est de voir la définition de la détresse psychologique. Ça ne veut pas dire que tu es non fonctionnel. Ça veut tout simplement dire que tantôt, tu as des symptômes qui s'apparentent à la dépression, au burn-out ou à l'épuisement. En d'autres mots, puis je sais qu'on va en parler un petit peu tantôt, là, c'est que tu as des lumières d'allumées sur ton tableau de bord. Et évidemment, la plupart des gens voyagent sur le pilote automatique. C'est-à-dire que tout est une question d'automatisme. Donc, vu que ça ne nous a pas été enseigné de checker ces voyants lumineux-là une fois de temps en temps, ben, on s'expose au pire. Et moi, maintenant, ce que je fais, c'est que j'élève le niveau de conscience par rapport justement à ces signes et symptômes-là en lien avec un outil qui existe depuis des lunes en matière de santé psychologique, mais qui est souvent méconnu du grand public. Donc, c'est un peu ça, là. C'est-à-dire que, puis tu sais, aujourd'hui, là, on s'entend, là, on ne fera pas un débat d'une heure là-dessus, là. Non. Mais ces statistiques-là se sont soit maintenues ou ont connu une certaine augmentation dans un ère post-pandémie, puis dans un ère aussi où le contexte géopolitique est quand même assez incertain. Quand même. C'est sûr que... puis de toute façon, les stats au niveau des jeunes, notamment, n'ont jamais été over the roof comme ça non plus. Là, il y a dans l'air beaucoup de... Puis on entre là-dedans des nouveaux éléments de nos vies qui font progresser la société, mais qui poussent de façon un peu, je dirais, démesurée les jeunes à performer ou à tout connaître ou à se comparer. Tu sais, on parle des réseaux sociaux, mais ça a une influence importante. Il y a de plus en plus d'études qui sont faites, des études universitaires, puis des maîtrises, puis des doctorats là-dessus, puis ça sort, là. Il y a un impact majeur. Fait que tu comprends qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous déranger, mais à la base, est-ce qu'à force de lire, puis à force de toi-même d'avancer puis de vivre ce que tu as vécu, tu comprends mieux pourquoi les hommes ont autant de difficultés à parler de santé mentale, vieux? Bien, c'est sûr et certain. Premièrement, c'est une question d'éducation, comment on a été élevé, etc. Mais en même temps, ben, il y a aussi cette notion-là où on est tough. On est quand même résilient, là, les êtres humains. Là. Puis c'est sûr et certain que de parler de ces choses-là, on aime beaucoup mieux parler de nos succès, de comment on a peut-être bâti une entreprise, bâti quelque chose. Quand on adresse là, comment je pourrais dire, les mauvais éléments qu'on a eus dans notre vie, c'est pas winner, là, parler de ça, mais en même temps, c'est tellement essentiel parce que autant qu'on peut apprendre de nos succès, on peut aussi apprendre de nos erreurs. Donc, l'important, c'est juste d'amener ça dans un angle où les gens vont se sentir concernés. Mais, moi, je regarde, là, je suis très, très présent sur les réseaux sociaux. Puis la plupart des gens qui me suivent, là, c'est des femmes. Là. C'est pas des hommes. Là. C'est 80%. Même si tu t'adresses particulièrement à la problématique masculine, tu dis que c'est surtout des femmes.
Ils font-tu pour leur chum, pour leur mari, c'est ça? Souvent d'intervention, il y a des dames qui vont venir me voir et vont dire « Hey, sais-tu quoi, tu viens de décrire mon conjoint. » Donc, c'est pour ça que j'aime aussi aller dans des milieux d'hommes. Je l'ai fait à plusieurs reprises, notamment dans le secteur minier, dans le secteur industriel. Est-ce que tu es bien reçu ou y a-tu une petite appréhension au départ? Ben, sais-tu quoi, Gilles? Les hommes, c'est inspirant de parler de santé mentale. Moi, j'ai sorti, là, je t'allais donner 12 conférences dans une minière en Abitibi. OK. Puis les gars, là, à la fin, là, ils venaient me voir, là, puis c'était des fist pumps. Puis là, c'est comme, hey, merci, puis merci. Tu sais, les gars se reconnaissent là-dedans. C'est juste qu'il faut leur permettre, à un moment donné, d'avoir une activité ou un événement ou, tu sais, pour leur permettre de prendre un petit peu plus la parole. Mais souvent, j'ai joué au hockey souvent dans ma vie, là, on ne parle pas de ça dans la chambre de hockey, là, on parle de bien d'autres niaiseries, mais pourtant, le fait d'en parler, c'est que ça vient inclure tout le monde. Donc, je deviens un messager positif à l'égard de ça, mais il y a tellement beaucoup de travail à faire parce que c'est souvent la dernière chose qu'on veut aborder sur l'ordre du jour. Oui, entre guillemets, c'est pas sexy, c'est pas une affaire que tout le monde se dit. Ce sujet-là, il faut parler de ça absolument. De là, l'importance de le rendre sexy. Oui, de le rendre intéressant. Exact. Parce que la problématique est là pareil. Là. Puis ça n'arrêtera pas non plus. Mais dis-moi, est-ce que selon ce que tu vois, est-ce qu'on peut être vulnérable sans perdre sa force? Ben moi, je pense que c'est là où ça commence. Mm-hmm. C'est-à-dire que, tu sais, à un moment donné, de baisser les armes, là, il n'y a rien de mal à ça. Là. Je veux dire, si on regarde là, dans l'histoire, les hommes qui réussissent à un moment donné de mettre un genou à terre et de dire « Hey, écoutez, là, on s'en va-tu dans la bonne direction? » Tu sais, l'exemple là, du hockey, c'est comme, admettons que tu manges une volée là, après 2 périodes. Là. Ouais. Ben, entre la 2 et la 3, les gars, ils vont se parler. Là. Ils vont se dire les vraies affaires. Ouais. Ils vont se dire « Christy, les boys, là, si on veut gagner ce game-là, il faut que tout le monde fasse sa job. Faut aussi. Oui, c'est ça. Exact. Donc, c'est un peu... ça peut avoir l'air très simpliste, là, mon exemple, là, mais c'est un peu la même affaire. C'est que là, on est dans une situation, on est dans une ère où, veut pas, les papas d'aujourd'hui, s'ils ne pratiquent pas leur vulnérabilité, ben, l'exemple qu'ils donnent à leurs enfants, c'est exact. C'est comme l'histoire du copier-coller. Là. Donc, on a bien beau outiller nos enfants, mais si à la maison, tu n'es pas capable d'ouvrir le discours parce que le fait d'ouvrir ce discours-là, tu peux paraître faible, ben ça donne pas grand-chose. Là. Donc, on a quand même là, beaucoup de chemin à faire, mais il y a beaucoup d'ambassadeurs masculins maintenant qui... ben oui, exact. Donc, ça, c'est très positif. Là. Je peux en nommer plusieurs, mais plus il y en aura, je pense que c'est comme ça qu'on va réussir, pas demain matin, mais dans la prochaine décennie, à changer des choses. Jean-François, une chose qu'il faut noter, c'est que maintenant, la société laisse plus de place à tous ceux qui sont différents. On a ouvert sur, commençons par les Premières Nations, les personnes noires, les gays, les transgenres. On a ouvert à entendre tous ces gens-là. Mais il ne faut pas oublier que le gars ou l'homme normal, entre guillemets, qui est caucasien, qui n'a rien de particulier, puis qui n'a pas de... son genre est défini, il ne se sent pas différent vraiment, mais il peut avoir une problématique. Est-ce qu'on parle autant de lui? C'est ça, faut pas que ça soit démesuré, mais il ne faut pas que ça soit oublié, c'est ça que je voulais dire. Il y a de la place pour toutes sortes de situations. On est plus inclusif que jamais. Par contre, ça touche pas mal de monde. On le voit, là, quand tu es rendu à 40-50% des gens d'un même métier, tout ça, c'est beaucoup de monde qui, par moment, se sentent désemparés. Puis il y a plein de raisons qui peuvent amener là. Mais souvent, on perçoit l'émotion chez un homme. On dit, les hommes, ils n'ont pas d'émotion, ils pleurent jamais, puis ils sont tough. Mais en même temps, celui qui en a, l'homme qui en démontre, souvent, c'est vu comme une faiblesse. Oui. Mais en même temps... Peut-être que ça change, j'espère. Là. Ben, pour avoir déjà été cette personne-là, là, c'est-à-dire que, j'ai mon masque, je fais mes affaires, ça paraît pas, Jeff a l'air en contrôle. Mais aujourd'hui, cette paix-là intérieure qui s'est installée, parce que justement, j'ai pas peur de parler de ces choses-là, ben, je l'ai vu, l'évolution, la transformation, puis je sais que être vulnérable, ce n'est pas perdre sa force, au contraire, c'est là que la force, elle s'installe vraiment, versus faire semblant. Tu sais,
moi, là, je t'ai vu comme un lion, mais j'étais un chaton à l'intérieur de moi. Alors, tu sais, c'est sûr que depuis que j'expose cette vulnérabilité-là, non seulement ça a un impact significatif dans ma vie, mais aussi, je regarde mon garçon, il ne s'est pas gêné il y a quelques mois de me dire, sais-tu quoi, papa? J'étais à la croisée des chemins, fin de son secondaire, il faut qu'il change, en fait, il faut qu'il se trouve un emploi. Il y a le travail, il y a l'école, il y a sa blonde. Il nous a dit, je ne vais pas bien. Et on a pu ouvrir la conversation. C'est sûr que je suis un modèle pour lui parce que je parle ça day in, day out. Là. Oui, je parle de ça day in, day out. Mais c'est mon expérience personnelle qui fait en sorte que moi, je n'ai pas peur d'exposer ma vulnérabilité. Au contraire, je pense que c'est comme ça qu'il faut changer les choses. Est-ce que tu vois des conséquences au fil de ton expérience puis de ce que tu lis, des conséquences du silence émotionnel qui est souvent imposé aux garçons quand on est très jeune? Ben, écoute, encore une fois, sur une note un petit peu plus personnelle, là, moi, j'aurais eu besoin d'aide psychologique à l'âge de 16 ans. Puis en fait, tu n'as eu à quel âge? 25? 30? Comment? Plus tard que ça, quand j'ai vécu mon atterrissage forcé à 43 ans. Aïe, aïe, OK, je pense... Tu sais, à 16 ans... C'est donc bien vieux! C'est une blague. Mais à 16 ans... Moi, je comprends. Là, tu te rappelles qu'à 16 ans, tu étais... oui, OK, c'était un petit peu... Ben, à cause d'un événement de vie, là, moi, ma blonde de l'époque là, est tombée enceinte. OK. Puis, évidemment, je venais d'avoir mon permis de conduire. Là, c'était sûr et certain que ça ne faisait pas partie de mon plan de vie. Là. Non. Donc, de composer avec quelque chose d'aussi important à un si bas âge... Ben, nullement prêt pour ça, nullement prêt pour ça. Puis j'ai fait un post récemment où j'ai avoué ça publiquement pour la première fois il y a environ un mois. Ça a été un post viral, 150 000 vues sur Facebook. Là, okay? Essentiellement, tu disais quoi? Que tu avais des regrets ou qu'est-ce que tu expliquais dans ton post? En fait, j'expliquais là-dedans que j'aurais eu besoin d'aide psychologique dès l'âge de 16 ans en raison de cette situation-là. Et parce que j'ai trop tardé, ben en quelque sorte, là, justement, j'ai fait un copier-coller, comme j'expliquais tantôt. Si on croit que la santé mentale, c'est un sujet tabou, je confirme que ce sujet-là aussi à la table de cuisine, c'était très, très, très tabou aussi. Ben oui. Donc... tu n'as pas osé en parler à tes proches. Moi, j'ai piqué ma trail. J'ai pas osé d'en parler à mes proches. Évidemment, j'en parlais avec ma garde rapprochée, mais pas suffisamment pour être en mesure de me décharger de ce fardeau émotionnel-là que j'ai transporté avec moi par la suite là, pendant toute ma vie. Ben voyons. Parce que, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, moi, j'allais au centre d'achat là, dans ce temps-là, là, puis j'avais peur de croiser mon ex-copine avec l'enfant dans une poussette. Là. Moi, je me souviens, mon bal de finissant là, au secondaire, là, je me l'ai gelé solide là, parce que pour moi, c'était pas une célébration là, de terminer son secondaire de cette façon-là. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis un ambassadeur engagé pour notamment la Fondation Jeunes en Tête qui font des ateliers dans des écoles secondaires pour justement exposer que l'aide existe. Puis, tu sais, moi, j'ai pourtant été exposé à des professeurs qui étaient probablement au courant de cette situation-là, mais il n'y a jamais personne qui m'a dit « Jeff, comment tu traverses ça? Comment vas-tu? » Des fois, c'est rien que ça. Hein? Comment vas-tu? Ben, tu sais... c'est aussi simple que ça, Gilles. C'est pas mêlant. Premièrement, c'est d'être présent dans un monde qui roule à vitesse grand V. Deuxièmement, c'est de poser la bonne question. Dire, écoute, je te vois, je t'entends. Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Juste de tendre la main, des fois, ça peut faire une énorme différence dans la vie de quelqu'un. Puis, je sais qu'on va parler tantôt là, d'un outil là, que je véhicule partout où je passe, mais tu sais, check tes lumières, c'est devenu un trend là, dans certaines organisations. Là. Moi, je suis... Mais j'aime bien l'analogie. Ben, parlons-en de l'analogie du tableau de bord. Parce que le check engine, ça me fait... Moi, j'ai ri parce que récemment, je suis allé à l'extérieur du Canada. Puis on prend un taxi, puis... peu importe le taxi, tu prends un taxi, surtout dans les îles ou les endroits moins fortunés, ce qui est frappant, c'est que je pense que tu peux pas embarquer dans un auto où il n'y a pas le petit moteur check engine clignote. Puis tu sais, tu dis ça au chauffeur. Ah, ça fait 3 ans qu'il clignote, il n'y a pas de problème. Les autres, quand ça ne fait pas, ils mettent de l'huile à la patate frite, puis on roule pareil. Mais tu sais, il y a un côté. Mais nous autres, moi, c'est pas mon genre. Moi, check engine, je fatigue. J'ai quasiment peur de rouler. Non, mais exactement. Puis,
quand je suis en intervention, là, souvent la réponse qui sort, là, je dis « Hey, les boys, quand la lumière du check engine elle allume, qu'est-ce que vous faites? » Souvent, ils disent « Moi, je mets un tape noir. » Tu sais, c'est comme « Je veux pas voir la lumière. » Sais-tu quoi? Va au garage, Jean-François, si tu vas au garage, demande à des gens qui s'occupent du côté électronique des autos, le nombre de personnes qui ont dit « Hey, mon esti de check engine, peux-tu me l'enlever qui arrête de clignoter? » Et pas répare mon moteur. Pas va donc voir c'est quoi le problème qui va me coûter 600$. Peux-tu me faire arrêter de clignoter cet esti de clignotant? Ils se le font demander souvent. Vraiment. Exact. Fait que, je comprends. Donc, ferme les yeux, autrement dit. Puis c'est un peu contre-intuitif là aussi. Là, on se dit, OK, ouais, je me sens un petit peu plus fragilisé, je me sens un petit peu plus à bout de souffle, mais ça va passer, ça va finir par passer. Puis c'est comme ça qu'on opère. Puis encore une fois, je le dis, on est extrêmement résilient. Là. Je veux dire, l'être humain, là, il n'est pas porté là, à tout de suite lever le drapeau et dire « j'ai besoin d'aide ». Est-ce qu'on le fait plus qu'avant, à ton avis? On a-tu progressé? On progresse dans bien des jours. On s'améliore pas partout, c'est pas ça que je veux dire. Mais à ton avis, là-dessus, on est-tu un peu plus ouvert? Il y a plus de ressources? Est-ce qu'on avance, coudonc? C'est ça ma question. Ben oui, on avance parce qu'on en parle, davantage aujourd'hui. Oui. Maintenant, tu sais, la loi qui s'en vient là, ici au Québec, là, notamment là, à partir de cet automne, les organisations ont aussi une certaine responsabilité aussi, dirais-je bien, pour justement évaluer les risques psychosociaux de leurs employés. Mais ceci dit, tu sais, on parle beaucoup de responsabilité partagée là, de nos jours. Là. Faut pas oublier la responsabilité individuelle qu'on a de faire une lecture attentive de son tableau de bord une fois de temps en temps. Là. Il faut responsabiliser les gens. T'sais, en d'autres mots, gère-toi. Je veux dire, là, on ne parle pas de maladie mentale où, justement, la psychiatrie rentre en ligne de compte. Là, moi, je parle vraiment de santé psychologique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire de vérifier comment on va pour préserver son équilibre mental. Parce que, tu sais, surtout dans mon industrie, ce que je vois souvent, c'est que quand on fait intervenir des conférenciers, on fait intervenir des conférenciers pour développer la vente, avoir une meilleure attitude. Dans le fond, les conférenciers, habituellement, c'est tu sors de là, regarde, tu sais, là, tu as juste à force-toi, travaille fort, tu es capable, tu vas réussir. C'est ça un peu. Je résume beaucoup, là, mais tu sais. Donc, ça pousse. C'est un peu ça. Fait qu'on pousse les gens, on les... c'est comme si on leur injectait du Red Bull, puis tu sais, il y a un effet là, pour la performance. Oui. Mais il faut revenir à la base parce qu'une équipe en santé, c'est une équipe mobilisée et productive. Donc, c'est pour ça que c'est pas le monde à l'envers. Il faut revenir à la base, puis parler de ces sujets-là. Puis là, tu sais, c'est pas là, du bien-être là, dans le monde des licornes. Là. C'est juste des choses basiques. 1 plus 1, des fois, ça fait 3, puis des fois, ça peut faire 5. Il faut que tu regardes. Parce que quand tu parles du tableau de bord, il y a des signaux d'alarme. Lesquels qu'on doit surveiller des lumières de couleurs différentes, mais des signaux. Dans le fond, c'est plus facile à comprendre si on parle des signaux à surveiller. Bon. Avant de parler de ça, je veux juste dire là, que c'est pas quelque chose que moi j'ai inventé. C'est-à-dire que j'ai tout simplement pris un outil qui existe déjà, que j'ai vu circuler pendant la pandémie, et je l'ai adapté aux couleurs de m'aider. Comme si on était, comme si on pilotait notre santé psychologique là, au quotidien. Donc, moi, c'est un exercice que je fais à tous les mois, juste pour vérifier, là, bon, je suis où? Est-ce que je gagne de l'altitude? J'en perds? Est-ce qu'il y a des éléments que je dois surveiller d'un petit peu plus près? Puis, tu sais, on va parler de sommeil là-dedans. Est-ce que on va parler d'énergie? On va parler d'activité physique. Est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle est réduite? Est-ce que tu es inactif? Est-ce que tu es en léthargie? On va parler aussi de son état d'âme, tu sais, c'est-à-dire est-ce que tu es irritable, colérique, des excès de colère ou au contraire, le sens de l'humour est omniprésent. Donc, il y a 11 questions en lien avec son corps, son esprit et son niveau d'énergie, puis ces choses-là. Puis c'est juste de les passer en revue une par une. Il y a un enfant de 10 ans pourrait faire cet exercice-là. Je le fais faire à mon fils une fois de temps en temps. Et en fonction des résultats obtenus, si la majorité des réponses, par exemple, sont dans le jaune, ben là, il y a des stratégies qui sont proposées pour justement agir ponctuellement afin de revenir vers la zone de santé qui est plus la zone verte. Je comprends. Ces stratégies-là, Gilles, là, on ne réinventera pas la roue. Là. Non, j'imagine que c'est assez simple. Souvent, c'est ça pareil. C'est juste qu'on n'en tient pas compte ou on le fait pas.
Exact. C'est de récupérer, c'est de ralentir, c'est d'agir sur qu'est-ce qu'on peut changer, c'est d'identifier les difficultés, c'est de reconnaître qu'il faut agir avant qu'il soit trop tard, c'est de se confier à quelqu'un, c'est peut-être même de consulter son programme d'aide aux employés. Puis évidemment, ben, quelqu'un qui aurait une majorité de réponses dans le rouge, ben, la première recommandation, c'est va consulter un professionnel de la santé rapidement parce que possiblement qu'il faut considérer un arrêt de travail. Mais oui, vas-y. Mais grosso modo, là, la plupart des gens vont se situer soit dans le vert, dans le jaune ou dans l'orange. Okay. Moi, présentement, là, même si je suis un ambassadeur engagé en la matière, là, j'en ai des lumières d'allumées. Je veux dire, comment veux-tu pas avoir de lumière d'allumée en 2025? Là? Non. Ça m'arrive de me sentir débordé, ça m'arrive d'avoir un sommeil qui est perturbé, ça m'arrive d'avoir des pensées intrusives puis d'avoir des oublis. Mais depuis que j'utilise ce document-là, là, je dois dire, sur une base régulière, je dois dire que l'irritabilité est sortie de ma vie parce que, justement, moi, avant, là, tu sais, quand on est dans le jus, souvent, encore là, c'est contre-intuitif. Quand on est dans le jus, ce qu'on s'est fait apprendre, c'est qu'il faut peser sa pédale, en faire plus. Alors que l'inverse, si tu acceptes la situation, que tu réussis à bien gérer la chose, puis que tu récupères un après-midi, par contre, tu vas marcher, tu vas au spa, ben, quand tu arrives le lendemain, là, ton énergie est renouvelée, là. Donc, il s'agit de l'expérimenter pour être en mesure de comprendre que le fait de récupérer, ralentir, se reposer, c'est pas grave, sauf qu'il faut vaincre le sentiment de culpabilité qui vient avec. Et souvent, ben c'est ça. On roule à vitesse grand V sur le pilote automatique, puis go, puis on se reposera aux vacances, puis là, tu arrives aux vacances, puis là, tout le monde est malade. Combien de personnes tombent malades avant leurs vacances? Ben, c'est parce que Christy, il roule la vitesse... la pédale au plancher, c'est-à-dire. Ouais. Puis on a une tendance aussi, je pense, à mettre le bric-à-bras souvent. C'est-à-dire que... non, mais c'est vrai, on s'auto-arrête nous autres mêmes, puis en même temps, ben, on ne peut pas être que performant, mais souvent c'est mal vu, souvent pas, tu ne veux pas le dire. Derrière ça, c'est tout le temps, on dit, c'est pas des grandes évocations intellectuelles qu'on fait là, c'est déjà fait très basique de l'être humain. Là. Exact. C'est la réalité, c'est que souvent on le fait pas, puis souvent on se dit c'est pas important, puis ça va passer, puis bon, le jugement des autres, puis je veux pas être un faible. Mais le déni des signaux, est-ce que les gens le voient comme un lien? Je pense que plusieurs le voient avec un lien de performance. Si je dis que je suis moins... Si je suis fatigué, ben, tu sais, on ouvre... C'est quoi le drame? Juste un petit point là-dessus. Un des drames que je vois là-dessus en écoutant tout ça, en nous écoutant et en t'entendant, c'est que ça me ramène à quelque chose que j'ai dit souvent à mes employés quand j'étais producteur à la radio. Je disais, à partir du moment où vous n'aimez plus, vous êtes tanné, vous n'aimez plus votre travail, vous n'êtes pas capable d'être bon à ce moment-là. C'est pas juste d'être bon pour performer, mais c'est-à-dire quand tu es écœuré, quand tu pousses trop, quand tu en fais trop pour plaire à d'autres, puis que tu n'es plus dedans, tu comprends? Quand tu pousses là, vers les problèmes dont tu parles, ben t'en arrives, c'est quelque chose de fondamental, tu n'aimes plus ta job. C'est bien plus dur. Là, tu rames, le bric-à-bras est toujours dessus, fait que tu as essayé d'avancer. C'est ça. Puis dans un monde, justement, moi, j'essaie de me remettre là, où ce que j'étais en 2018. Là. Admettons là, que j'aurais couru pour une promotion. Là. Est-ce que j'aurais osé en parler à mon gestionnaire? Que j'allais moins bien? Parce qu'évidemment, tu viens de te discarter quasiment automatiquement. Là, on ne considérera pas sa candidature parce que là, il traverse ceci, il traverse cela. Fait que le fait de garder ça en arrière-scène, ben c'est sûr et certain que des fois, c'est comme si on essayait de jouer un certain jeu. Mais ce jeu-là a des limites parce que, tu sais, l'affaire, quand moi, j'ai quitté en arrêt de travail pour 6 mois, j'ai pas été remplacé. Donc, mes dossiers sont tombés sur le bureau de collègues qui étaient peut-être déjà stressés, déjà angoissés. Ils n'ont eu plus. Et ils n'ont eu plus. Donc, il y a une espèce d'effet domino qui s'installe. Puis, je pense que c'est important dans un contexte de rareté de main-d'œuvre comme on le connaît aujourd'hui que nos organisations parlent davantage là, de ce sujet-là. Mais, tu sais, on est rendu là présentement. Donc, puis souvent, on se fait dire « les ressources sont pas là, les ressources sont pas là ». Non, c'est faux. Les ressources sont là. C'est juste qu'ils sont sous-utilisées parce que, justement, les gens attendent trop avant de les utiliser. Donc,
Puis, tu sais, dans un monde où on reçoit 28 courriels dans une journée, des notifications à gauche, à droite, qu'on a notre vie personnelle aussi à gérer, puis la fin de semaine avec les enfants, c'est quand est-ce que tu vas aller consulter une vidéo sur comment respirer après un rendez-vous difficile? Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est comme un non-sens. Fait que de là, l'importance de faire la promotion de tout ça. Et puis, je donne souvent cet exemple-là également. Moi, dans l'organisation où je travaillais, avant de quitter pour l'entrepreneuriat, on avait une salle de luminothérapie. Ah ouais? Mais jamais qu'on en parlait, jamais qu'on en faisait la promotion. Au contraire, tu allais t'asseoir là 15 minutes, tu te sentais quasiment mal parce que tu ne travaillais pas. Jugé, hein? Hey, ça, oui, là. Oui, c'est ça. Donc, des fois, je trouve qu'on met des initiatives en place juste pour dire, tu sais, cocher une case, check, on l'a fait. Mais en même temps, c'est comment on fait vivre tout ça. Et moi, j'estime aussi que la nouvelle génération là, qui s'en vient, là, tu sais, souvent, on leur lance des roches en leur disant, ouais, tu sais, eux autres, ils veulent un équilibre, travail, famille, de la vie, puis c'est ça. Ouais, mais c'est quoi? Je pense que c'est eux autres qui ont peut-être un peu mieux compris. Ouais. Et c'est pas pour rien non plus qu'on voit des organisations qui sont très créatives aussi dans leur façon de faire, au niveau du lieu de travail, la disposition des bureaux, ces choses-là. Donc, mais ni plus ni moins, il y a beaucoup plus de pièges aujourd'hui qui en avait là 20 ans. Là. Ça, c'est clair. Quand tu vois autour de toi, quand les gens viennent te parler, conférences, viennent jaser avec toi, tout ça, c'est drôle. Tu me diras, je suis dans le cliché, mais j'ai l'impression que même aujourd'hui, même si on parle plus de la santé mentale des hommes, si on parle plus des problématiques d'hommes, j'ai l'impression que ceux qui ont vraiment des jobs de gestion, là, qui ont 200-300 employés à leur charge, tout ça, ça doit être moins eux autres que tu croises. J'espère que je me trompe. Mais j'ai l'impression que ceux qui ont des jobs vraiment de haute performance, qui ont atteint ces sommets-là, ils veulent pas faire perdre leur job, veulent pas perdre leurs avantages, je comprends? J'ai de la misère à imaginer, puis j'espère que je me trompe. Je vais te parler de mon expérience terrain. Là. Ah ouais, donc. Je vois de plus en plus de VP, de grandes équipes, de prendre la parole juste avant que je fasse une intervention là, pour dire que ce sujet-là est important pour eux autres parce qu'à un moment ou un autre dans leur vie, ça leur est arrivé de faire un atterrissage forcé ou de passer sur le bord de. Okay? Et à ce moment-là, c'est comme si l'organisation venait dire que, sais-tu quoi, chez nous, là, c'est important qu'on prenne soin de soi pour qu'on soit en mesure de mieux prendre soin des autres. Et plus il y aura de dirigeants et de PDG qui vont aller dans ce sens-là, je pense que ça aussi, c'est quelque chose de très porteur pour le futur. Et à l'inverse, quand je vois des organisations qui, exemple, vont me faire intervenir, mais qui ne rendent pas ça obligatoire, c'est sûr et certain que aussitôt qu'il y a le mot santé mentale dans une intervention, les gens préfèrent justement... C'est pas un match de tennis, hein? Non, c'est pas ça. Non. Il y a des affaires pas mal plus sexy que ça. Donc, oui, pour te rassurer, Gilles... Ben, moi, je suis content d'entendre ça. Il y a de plus en plus de gens qui disent, regarde, c'est un sujet qui est d'actualité, c'est un sujet qui est important. Et en même temps, je pense qu'ils le constatent aussi sur le terrain. Donc, c'est ça, c'est une question de temps. OK. Puis... Est-ce que la pandémie a aggravé certains enjeux ou adouci ou mis sur pause? Qu'est-ce que ça a fait, la pandémie? La pandémie, premièrement, est venue éveiller un problème qui existait depuis très longtemps, mais qui n'était pas adressé. Ça, c'est mon expérience. Parce que, tu sais, quand moi, je suis revenu, j'avais le goût d'élever le niveau de discours. Oui. J'ai vu durant la pandémie tout ce qui s'est fait. Mm-hmm. Il y a des organisations maintenant qui ont une offre de services très bonifiée au niveau des ressources qu'ils peuvent offrir à leurs employés. Okay. Mais encore là, tu as bien beau bonifier ce qui existe déjà, mais si tu n'incites pas les gens à s'en servir puis à les utiliser au bon moment, ben c'est comme si tu avais... Tu sais, je veux dire, moi, quand je travaillais chez Desjardins, là, j'avais le programme d'aide aux employés possiblement le plus aussi sophistiqué que la NASA. Là. Oui, mais j'y allais pas. Ben non, c'est ça. T'sais, à 15-20 rendez-vous par semaine, puis avec nos vies personnelles, c'est quoi, là? Moi, je vais prendre 15 minutes de mon temps pour aller voir qu'est-ce que la plateforme de santé mieux-être a à m'offrir. Non. Donc, je pense qu'on est rendu là, c'est-à-dire de faire le pont entre ce qui existe déjà et évidemment
ce sujet-là là, qui est important. Y a-tu le syndrome de l'orienteur? Tu sais, quand tu étais jeune, hein? Alors, secondaire 4, il nous envoyait, il disait là, tu vas voir l'orienteur, il va te dire qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Tabarouette. Tu rentrais là 5 minutes, puis il disait, qu'est-ce que t'aimes, toi, jouer au ballon, tout ça? Ben, tu vas être un sportif. Ben, voyons. Ouais. Mais tu sais, j'exagère, mais tu sais, le côté, tu veux pas y aller, tu y vas de reculons, tu as l'impression que ça sert à rien. C'est cet élément-là que je le mets en évidence et non pas l'orienteur comme tel. Là. Ouais. Mais tu sais, souvent, ce genre d'affaires-là de service offert, tu penses toujours c'est pour les autres. Et à la rigueur, tu vas dire, c'est bien qu'éteinte, cette affaire-là. Pas besoin de ça. Tu sais, j'espère je pense, à t'entendre puis à lire moi aussi, qu'il y a beaucoup de gens qui traversent ça, qui vont au-delà de ça, puis qui veulent s'aider, qui veulent mieux vivre et non pas juste vivre vieux, là. Vivre mieux. Puis, tu sais, je reviens un petit peu là, sur les gars. Là. Ouais. Quand je suis allé en Abitibi le printemps dernier, à un moment donné, j'étais assis à la cage au sport après avoir donné une série de conférences dans la journée. OK. Puis là, j'entends « Hey, c'est check tes lumières! » Puis là, je me reviens. Puis là, il y avait 6 gars qui étaient en train d'écouter le match de hockey. Ils prenaient une petite bière. Puis eux autres terminaient ils ont des chiffres de travail, là, 7 jours off, puis tout ça. Fait que dans ma tête, je me suis dit, c'est là que j'ai eu un espèce de defining moment. Je me suis dit, OK, c'est sûr que lui ne verra plus la santé mentale ni l'importance d'en prendre soin de la même façon. Mm-hmm. S'il voit rentrer son chum là, le matin tout croche, il va peut-être bien dire « Hey, check tes lumières ». Lui, si jamais il vit certains enjeux, alors c'est là qu'il faut aussi, puis il y a certaines organisations qui réussissent à le faire très bien, il faut trouver un angle aussi où on rend ça un petit peu plus accessible et qu'on rende ça un petit peu plus, qu'on vienne normaliser finalement ce phénomène-là qui touche l'ensemble de nos vies. Ben oui, check les lumières, ça vient-tu de Jean-Marc Parent, Flash les lumières? C'est inspiré de Jean-Marc Parent. Je comprends, c'est sûr qu'on doit te le dire des fois, puis c'est pas contre-indiqué non plus, là, c'est pas grave. Non, exactement. Il n'y a pas de copyright. Et t'as-tu appelé? T'as-tu parlé de ça, non? Non, pourtant, ça me ferait un super de bon invité ça, sur un podcast, parce que je sais que lui, il s'en cache pas. Là. Il a déjà eu des hauts et des bas. Oui. Et en même temps, moi, ce qui me fascine dans son histoire, c'est que, écoute, il a quand même réussi à un certain moment donné à faire flasher les lumières de tout le monde au Québec. Ah, c'est fou, là. Oui. Donc, et si je rêvais un peu, puis je devenais en quelque sorte un catalyseur pour amener les gens à checker leurs lumières, puis rendre cet outil-là accessible dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos organisations. Donc, c'est ça. Il faut avoir cette vision-là, je pense. Et Pierre Lavoie, c'est un autre bel exemple. Ben oui. Avec tout ce qu'il a accompli au niveau de l'activité physique. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans son parcours, puis dans son désir de faire changer les choses. Est-ce que tu penses aujourd'hui, avec tout ce que tu as lu, puis ce qu'on dit, puis ce que toi-même, tes consultations que tu as faites, qu'on peut reconnaître une fatigue mentale avant que ça devienne un burn-out? Parce que, tu sais, il n'y a pas un matin où ça dit « OK, on est rendu au burn-out », tu sais. Il y a des signes, je présume? Ben oui, c'est sûr. De là l'importance de faire l'exercice. OK, les 11 questions, là. Oui. Exactement. Donc, puis tu sais, je veux dire, des fois, encore une fois, puis ça me prendra un synonyme pour contre-intuitif, là, mais... non naturel. Non naturel. Tu sais, des fois, là, j'arrive à une certaine période là, dans l'année, puis je me dis, ça ne me tente pas de faire le test. Là. Il me semble que je suis un petit peu plus fragilisé là, ces temps-ci. Puis au contraire, ça me rassure de le faire. Parce que des fois, dans notre tête, là, on s'invente des histoires aussi. Donc, de là, de ramener ça à du concret, à du pratico-pratique, à se baser sur un outil qui existe déjà puis qui a fait ses preuves au plan de vue scientifique. Maintenant, regarde, fais l'exercice puis adapte-toi tout simplement. Puis, il n'y a rien là d'avoir des lumières d'allumées. Moi, je le répète souvent. Mais maintenant, aujourd'hui, quand j'ai une lumière orange d'allumée, par exemple, ben, je le sais. Avant, je ne le savais pas, ou du moins, je n'en prenais pas conscience. Donc, c'est aussi important là, si on veut reconnaître certaines choses puis agir au bon moment. Est-ce que tu crois que les hommes se soutiennent assez entre eux? J'ai l'impression que c'est plus féminin que la sororité, puis je ne sais pas. C'est sûr, mais en même temps, c'est parce que c'est ça. Dans une gang de boys, tu as toujours quelqu'un qui va être le tough guy, tu as toujours quelqu'un, je veux dire... Le grand gueule.
Oui, mais par contre, de voir des hommes qui sont capables de parler de ça ouvertement, qui sont capables de parler de leurs émotions, c'est sûr et certain que ça fait une différence. Puis il existe là, des fraternités d'hommes, disons ça comme ça. Ou tu sais, quand on pense aux alcooliques anonymes, là, souvent, ça touche pas juste les hommes, là, ça touche les femmes, là, mais souvent dans ces groupes-là, c'est des gens qui ont passé à travers quelque chose de similaire, qui sont capables de s'entraider, qui sont capables de s'épauler, qui ont un défi de consommation, puis que ils peuvent compter les uns sur les autres si jamais ça va pas bien. Donc, au même titre que ça, là, ça peut être un exemple parmi tant d'autres, mais moi, j'ai maintenant identifié mes joueurs clés à qui je peux parler de ça, et sans me faire juger, sans me faire dire, regarde, t'es plate, là, la cause, là, arrête de nous parler de ça. Là. Mais ça, c'est aussi important parce qu'avec les années, j'ai pu me bâtir un filet de sécurité où, c'est ça, je me sens accueilli quand j'aborde une question. Puis même moi, j'ai développé mon empathie aussi face à ça parce que c'est pas rare que je reçois des messages de gens qui des feedbacks pas mal. Des fois très archi-perso. Archi-perso. Oui, hein? Oui. Mais en même temps, pas tant que ça non plus. Mais des gens, des fois, où ce que je me dis, vois-tu, j'aurais pas pensé. Puis, souvent, sans jouer au psychologue, non, je comprends. C'est juste d'être en écoute, puis de dire, regarde, c'est important que tu ailles chercher de l'aide, etc. Puis quelqu'un qui est vraiment dans le trouble, tu vas voir le médecin s'il est rendu là. Tu ne joueras pas à quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Non, c'est sûr et certain. Mais tu sais, des hommes qui sont dans une perte de sens, des hommes qui se rendent compte finalement que leur conjointe leur joue dans le dos puis que il y a une relation extra-conjugale. Les hommes, là, on est exposés, puis on est exposé à un paquet d'affaires, comme les femmes d'ailleurs, mais le danger, c'est que les hommes, quand on vit ça, on ne sait pas quoi faire. Donc, c'est ça. On vit ça tout seul, puis on... Mais hey, dis-moi, la détresse psychologique, est-ce qu'elle est vraiment différente? Elle se vit différemment pour les femmes et les hommes? Parce qu'évidemment, ça se peut pas que tu n'aies pas une idée de ça, même si tu travailles plus du côté masculin. Écoute, très bonne question. Là, je ne suis pas un expert en la matière, mais si moi je me fie au tableau là, que moi j'utilise, c'est un tableau qui n'a pas de sexe. Là, c'est-à-dire que c'est un tableau qui nous permet justement de vérifier si on vit une certaine forme de détresse psychologique et si oui, quoi faire quand... au bon moment. Donc, moi, je dirais que non, mais en même temps, je ne veux pas trop me prononcer parce qu'il y a... Qu'est-ce qui marche le mieux? Je me pose la question parce qu'il existe des groupes de soutien, du coaching, des approches one-to-one, comme un psychologue ou psychiatre ou n'importe quoi. Mais la formule, je parle, là, et non pas le métier comme tel. Mais de ce que tu vois, qu'est-ce qui marche le plus? En entreprise, des fois, il y a des gens, il y a des services qui sont offerts, mais est-ce que les hommes sont plus rébarbatifs à certaines formes de soutien? Ben moi, je pense que dès qu'on parle de soutien, il y a comme une distance là, qui s'installe. Là, aller voir un psychologue, par exemple. Là, moi, je n'ai entendu là, des histoires là, des gars qui sont dans la police puis qu'ils sont obligés, eux autres, là, d'aller voir le psychologue une fois de temps en temps puis que finalement, ils rentrent dans le bureau puis ils disent, regarde, je suis venu, là, mais là, je repars tout de suite. Là. Donc... C'est pas pour tout le monde, c'est ça? C'est pas pour tout le monde. En fait, c'est ça. Ça dépend de ton ouverture d'esprit. Donc, la prévention du cancer du sein, là 50 ans, là, c'était pas comme c'est aujourd'hui. Donc, non. De là l'importance là, de parler de ces choses-là ouvertement. Est-ce que les écoles, les familles sont... est-ce qu'on est prêt, les institutions, à en parler plus? Est-ce qu'on en parle déjà plus? Peut-être tu vas me dire, oui, c'est mieux installé ou pas tant? Ben, il y a une fondation, je l'ai nommée tantôt, la Fondation Jeunes en tête, là, elle est très présente dans les écoles. Eux autres, dans le fond, ce qui fournissent... Primaire ou secondaire? Surtout secondaire? C'est secondaire. OK. Donc, eux autres, ils fournissent des coffres à outils, autant pour les parents que pour les adolescents. Et pour avoir assisté à des ateliers qu'eux autres font dans les écoles, c'est super bien. Les animateurs, les animatrices sont super drôles. Ils amènent ça là, d'une belle façon. Puis, ce qui est intéressant, c'est de voir comment que les élèves puis les jeunes participent aussi à ça. Fait que, c'est un sujet qui les intéresse, qui les fascine. Donc,
ils font une job là, incroyable. Là. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu as de l'espoir? Pour la culture du silence dont on parlait au début du podcast, si on arrive à la fin de ce balado, est-ce que tu restes... Il y a des choses qui t'inspirent, qui t'encouragent, des initiatives que tu as vues récemment? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais oui, ça prend de l'espoir, là, ça c'est sûr. En parler, c'est déjà beaucoup, puis tu fais partie de ceux qui en parlent. Là. Exactement. Mais il y a encore de la place là, à en faire plus. Puis, je pense qu'il faut être de plus en plus créatif, il faut être de plus en plus ouvert. Il y a de plus en plus de podcasts qui en parlent aussi. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas non plus sous-estimer le pouvoir des réseaux sociaux pour être en mesure d'en parler aussi là, de la bonne façon. Parce qu'on est capable de rejoindre les gens 24/7. Des fois, juste une petite vidéo, des fois, juste une petite capsule. Ouais. Tu écoutes ça chez vous, puis là, tu te dis, finalement, je ne suis pas une bébête. Il est comme moi, ou il est comme... Souvent, les gens vont se référer à toi. En anglais, on dit « relate to them », mais c'est ça. Tu parlais de ton post où tu annonçais quelque chose que tu aurais aimé avoir... pour lequel tu aurais aimé avoir un soutien quand tu avais 15-16 ans. Puis ça a réagi beaucoup parce que ça touche le monde. Mais c'est une des forces. Ben oui, c'est une des forces des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de positifs. Il y a le contact. On parle juste avec les familles. Mon frère vit en Allemagne depuis 40 ans, mais avec les réseaux sociaux, on peut se voir, on peut se parler. Il y a 20 ans, on se disait même à la blague, un jour, on va être en vidéo dans tous nos appels, ça ne coûtera rien. Voyons donc. Les gens disaient, prends une gorgée ou t'as une fumée du bon. Aujourd'hui, on est là. Fait qu'il y a des moyens de communiquer. C'est pas parfait, mais on peut utiliser ça comme boîte à outils intéressante. Même, je dirais, avec l'intelligence artificielle. Là, oui, absolument. Je veux dire, l'idée, là, c'est pas de tomber là, dans l'autodiagnostic. Là, c'est pas de demander à ChatGPT de te diagnostiquer, au contraire. Mais le monde le fait pareil. Tu sais que Doctissimo en France, c'est fort en tabarouette. Mais des fois, c'est juste pour se rassurer, mais en même temps, les médecins trouvent ça difficile parce que chaque connaissance a sa place, mais on est mal fait, ça existe. Fait qu'on pose des questions. Puis l'outil dont j'ai parlé tantôt, c'est vraiment un outil d'autogestion. Okay? Ce n'est pas un outil d'autodiagnostic, c'est juste de prendre la hauteur et de s'observer. Donc, c'est ça, c'est d'outiller les gens. Puis je pense que l'intelligence artificielle, à la limite, là, comment lui poser des questions comme comment entretenir mon bien-être pour assurer une saine performance. Il y a des affaires là, qui peuvent ressortir là-dessus. Là. Ouais. Mais encore là, c'est de prendre le temps, de poser la question, de s'arrêter dans un monde qui va très, très vite. Puis de savoir si on s'en va dans la bonne direction. Parce que ça, c'est une autre affaire. Moi, il y a des années, là, je ne m'en allais pas dans la bonne direction. Tu avais les lumières de ton tableau bord dans le dos. Oui, exact. Au lieu de regarder en avant, tu regardes en avant. Mon GPS intérieur me disait recalcule en cours. J'écoutais pas, je continuais dans la même direction. Je voulais m'en aller à Montréal, mais c'était écrit Baie-Comeau 36. Oui, ça, c'est plus tough un peu. Écoute, merci beaucoup pour ton partage. Les liens, c'est quoi ton site Internet? Mettons les gens qui veulent y aller. www.jflacasse.com. L'outil est en téléchargement gratuitement sur mon site Internet dans la section tableau de bord. Merci, salut. Merci, Gilles. Et beau succès, lâche pas. Merci beaucoup.